Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons décidé d'interviewer plusieurs personnes qui interviennent actuellement, qui sont intervenues et qui vont intervenir dans cette crise du Covid-19, une crise sanitaire majeure à la fois sur notre territoire et sur toute la France. Bonjour à vous, docteur Lameau. D'abord, merci. Bonjour. Merci, vous êtes directeur adjoint du SAMU de Paris, vous êtes responsable de la réanimation de Necker, vous avez 45 ans, vous avez une grande expérience dans ce domaine et nous sommes venus à votre rencontre pour vous poser des questions. Des questions avec vos réponses qui seront transmises bien sûr avec tous les élus de la métropole du Grand Paris, mais à tous les citoyens de cette métropole. La première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Y a-t-il, oui ou non, sans crise du Covid, assez de lits de réanimation en France? En tout cas, pour l'Île-de-France aujourd'hui, hors la crise Covid, on n'a pas de souci particulier en termes de gestion de lits de réanimation. Il se peut que de temps en temps, ça soit tendu quelques jours dans l'année, mais on n'a pas de problème majeur d'accès aux réanimations en Île-de-France. Alors, deuxième question, en cas de crise, on sait bien que depuis, ça fait 10 ans, régulièrement des virus nous menacent. Et aujourd'hui, un des plus dangereux fait plus que nous menacer, puisqu'il a gagné tout notre pays. Est-ce qu'on a assez de lits de réanimation pour répondre à cette pathologie respiratoire qui peut être aiguë sur notre territoire? Aujourd'hui, on voit bien qu'on est pris par ce manque de ressources hospitalières en réanimation et en fait notre impossibilité de s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une situation, on va dire, plutôt calme, où on arrive à gérer nos nombres de malades, et dès que se surajoute quelque chose, on n'y arrive plus en réanimation. Je parle bien, pas forcément de l'hospitalisation, qui est encore une autre question. Mais sur la réanimation, dans l'année, ce qui peut par exemple poser des problèmes, une épidémie de grippe sévère, des fois, provoque des bouchons dans les réanimations adultes aussi. Aujourd'hui, il va y avoir, bien qu'il y ait plus de gens vaccinés par la grippe, il y aura quand même la grippe qui va arriver, des pathologies autres, bactériennes et virales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a assez de lits pour pouvoir affronter les mois qui vont venir? C'est là toute la complexité de la situation. On va être dans une situation extrêmement complexe, car on a toute l'activité dite non Covid, plus cette activité Covid. Une réanimation, généralement, dans la plupart des services, elle est pleine à plus de 90%, entre 80 et 90%. C'est un taux qui est normal et qui permet d'absorber un malade en urgence ou quelque chose comme ça. On voit bien que si on rajoute à 80-90% de taux d'occupation une pathologie qui vient avec un nombre extrêmement important de patients, vous faites déborder votre vase. Et là, il vous faut plus de lits. Aujourd'hui, quand on voit que sur les réanimations d'Île-de-France, on frôle les 70% de patients atteints du Covid, il faut penser qu'il y a tous les autres patients non Covid qu'il faut traiter en charge aussi. Et donc, c'est ce qui fait déborder notre vase. Le vase a déjà débordé un tout petit peu en mars. On a reporté des interventions qui vont peut-être pas être, qui vont être reportées encore une fois. Donc, on met quand même en péril certaines personnes qui ont d'autres pathologies. Parce qu'il va y avoir un choix à faire quand même. Au mois de mars, c'est plus que débordé. Ouais. Je vous rappelle qu'on a dû augmenter nos capacités de réanimation. Dans la plupart des hôpitaux, on a fait x3 nos nombres de lits de réanimation dédiés exclusivement au Covid. La situation d'aujourd'hui n'est plus du tout la même. Au mois de mars, on a eu à faire face à un tsunami. Un nombre très important de malades d'un coup sont arrivés, ce qui a éteint toutes les autres activités d'un côté. Pas forcément de la cause des médecins. Je vous rappelle que la plupart de nos patients n'allaient plus à l'hôpital car ils avaient peur de venir à l'hôpital. Ils ne s'écoutaient plus, n'écoutaient plus que ce Covid qui faisait extrêmement peur. On ne connaissait pas au mois de mars. Là, on est dans une situation complètement différente. L'activité non Covid est extrêmement forte. Il faut rattraper le retard qu'on a pris avec la crise Covid. Et donc, cette activité non Covid, on ne peut pas se permettre de la bloquer pour avoir pas de perte de chance pour ces patients-là non Covid qui n'ont aucune raison d'avoir une perte de chance. Donc, il faut qu'on jongle entre ces patients non Covid et ces patients Covid. Lors de la première vague, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération entre le public et le privé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette coopération fonctionne mieux et est déjà mise en place? Sur la première vague, je ne suis pas d'accord. En tout cas, en Île-de-France, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une coopération privée-publique. Ça n'a pas été, je crois, le cœur du problème en Île-de-France. On peut trouver toujours des situations qui ont été complexes, mais ça n'a pas été le cœur du problème. D'accord. Donc actuellement, le public et le privé travaillent ensemble avec une direction, je pense, une direction de l'ARS par rapport à ce Covid et ses patients. C'est l'ARS qui gère ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le déclenchement du plan blanc régional et qui va permettre de réquisitionner aussi des lits dans le privé. Il est clair que ce début de crise, il n'y avait pas encore besoin de mobiliser autant le privé que ça. Maintenant, il se mobilise parce qu'on en a besoin. D'accord. Je vous posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on avait assez de lits?
Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a assez de soignants? Est-ce qu'on a assez de réanimateurs? La problématique, elle n'est pas le matériel, elle est le personnel. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Il faut du personnel médical pour faire tourner les unités, mais surtout du personnel non médical aussi. Une infirmière, des aides-soignants, il faut s'occuper de ces patients-là. Ils sont extrêmement lourds en termes de charge de travail. Les patients Covid, avec tout l'équipement qu'il y a, les retournements que tout le monde a vu, c'est des cubitus ventraux, c'est-à-dire retourner les patients sur le ventre, sont extrêmement consommateurs en termes de personnel. On ne peut pas ouvrir des lits si on n'a pas de personnel. C'est encore une différence avec la première vague, c'est-à-dire que sur la première vague, on a eu des ressources de personnel qui sont venues de l'autre partie de France, car l'épidémie était asynchrone. C'était l'Est et l'Île-de-France, et on a pu profiter de renforts de toute la France. On n'est plus du tout dans la même situation, c'est ce qui est encore plus inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres personnels qui pourront venir, car toutes les régions sont touchées. Donc, comme vous me dites, c'est même si on décidait brutalement de lâcher des millions et des millions pour créer des lits de réa, on ne pourrait pas mettre le personnel autour. Aujourd'hui, sans une déprogrammation massive, c'est-à-dire l'arrêt des activités non Covid, on n'a pas le personnel pour pouvoir ouvrir des lits supplémentaires de réanimation comme on l'a fait sur la première vague. Ce qui était, entre guillemets, relativement facile, on a eu cette chance de cet asynchronisme qui là est beaucoup plus compliqué puisque toute la France est touchée. Et qu'il faut aussi s'occuper des non-Covid en même temps. Alors, je vais peut-être vous provoquer un peu. Est-ce que vous pensez, au moment où on a déconfiné, on aurait pu préparer des soignants, ou même 4, 5, 6 mois, ça n'aurait pas suffi à préparer des soignants supplémentaires? Alors, préparer des soignants, on sait que le temps d'études d'une infirmière, ce n'est pas compatible avec 6 mois. Maintenant, est-ce qu'on aurait peut-être pu s'organiser pour que des infirmières puissent être, entre guillemets, qui ne font pas de réanimation habituellement, préparées à faire de la réanimation? C'est un point qu'on devrait soulever. L'autre point, c'est qu'il y a on va dire, des métiers d'aide qui pourraient être faits par des gens que là, on pourrait former de manière beaucoup plus courte. Les aides-soignants qui aujourd'hui distribuent les repas aident à ça, je pense que sur cette partie, par exemple, très spécifique, pourraient aider. Dans les EHPAD, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de personnel, beaucoup moins formé que notre personnel habituel pour faire face à la crise. Justement, vous me parlez d'EHPAD. On a entendu parler que tous nos seniors qui avaient des pathologies Covid+, sont restés dans les EHPAD et n'ont pas été transférés, faute de lit, en réa. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors, à ma connaissance, pendant la première vague, tous les patients qui relevaient d'une indication de réanimation y ont été. Il ne faut pas confondre l'indication réanimatoire pour tous les patients. Là, tous les patients ne bénéficient pas de la réanimation. Le but d'une réanimation, c'est des soins invasifs, lourds, qui ne peuvent être engagés que s'il y a un espoir thérapeutique pour le patient. Il faut à un moment avoir une raison. Et donc, il y a une évaluation de tous nos malades. Je ne pense pas qu'on ait fait ce qu'on appelle du triage pour la première vague. C'est l'une d'ailleurs de nos grandes angoisses pour cette deuxième vague, c'est d'avoir l'obligation de faire ce triage. C'est ce qui nous angoisse le plus. Et je crois qu'il faut qu'on soit bien clair sur les termes. Aujourd'hui, on ne se bat pas avec les mesures barrières pour protéger des lits de réanimation. C'est une autre question, c'est la question du triage justement. Aujourd'hui, on fait des gestes barrières pour que des gens ne meurent pas, pour ne pas attraper le virus. Vous pouvez avoir un lit de réanimation, être dedans, et vous risquez de mourir. Donc il ne faut pas attraper le virus. C'est une confusion qu'il y a eu, je crois, qui est néfaste en termes de compréhension pour nous tous. On ne se bat pas pour défendre des lits de réanimation, on se bat pour ne pas que des gens meurent. C'est ça le point central. Après, effectivement, on veut des lits de réanimation pour pouvoir soigner les gens qui sont malheureusement atteints. Et on veut éviter d'avoir un pic trop important de gens atteints qui puissent tous accéder à la réanimation, ceux qui en ont besoin. Donc, première vague, on va parler de vague parce que tout le monde en parle, pas de tri. Deuxième vague, si on venait à être débordé, est-ce que les médecins réanimateurs du SAMU vont choisir eux-mêmes ceux qu'on va mettre dans les lits ou pas? Là c'est une question qui est éthique, profondément, qui est profondément très éthique. Il s'agit d'avoir une adaptation entre le nombre de lits, nos ressources et le besoin. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, et je crois que les mesures qui sont prises sont faites pour ça, pour ne pas avoir à faire ce triage. Il faut donc évidemment respecter ces gestes barrières pour pas qu'on ait à faire ce triage désastreux. Maintenant, s'il y a besoin de faire ce triage, eh ben, il devra être fait de manière le plus éthique possible, et il y a une responsabilité politique derrière. Ça devra être un consensus.
Mais les médecins devront garder la main pour choisir des patients dont les pronostics seront les meilleurs. Mais j'espère vraiment qu'on n'arrive jamais à ce point-là. Ça n'est pour l'instant pas arrivé. Il faut qu'on se batte pour pas que ça arrive. Ouais, on a bien vu que le couvre-feu n'a pas eu l'effet escompté. Donc on s'est bien rendu compte que ce couvre-feu n'a rien ralenti, on l'a bien vu. Qu'est-ce que vous préconisez en termes de limitation maximum en choix, je dirais politique maintenant, sur le stop de la contagion ou la diminution de la contagiosité? On sait que les zones de contagion aujourd'hui, c'est quoi? C'est le familial. Il faut vraiment, mais ça c'est l'autodiscipline. Il y a un moment, il faut que les gens comprennent qu'il faut arrêter de fêter les anniversaires en famille, compagnie. C'est extrêmement dur, on l'entend bien. Mais il y a un moment, c'est une histoire de, entre guillemets, de survie de la nation, de solidarité de la nation. La nation est solidaire, elle a une résilience qui est très très bonne, il faut qu'on la préserve. Et ça, c'est à nous de nous autodiscipliner. Ça, c'est le premier point de contamination. Et on sait que le deuxième point de contamination majeur, c'est les zones de repas. Et donc, c'est là où il faut qu'on travaille, que ce soit en entreprise, dans les restaurants ou quoi que ce soit. On ne peut plus accepter qu'il y ait des repas pris à plusieurs avec un risque de contamination ou des soirées qui soient faites même à la maison. Mais c'est aussi encore de l'autodiscipline. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ces deux zones qui ont été décrites comme des zones de transmission du virus. Vous avez reçu au début des nouveaux patients, puisque touché par le Covid, c'est un nouveau virus. Il y a eu un traitement en réa il y a 6 mois. Est-ce que le traitement en réanimation aujourd'hui a changé par rapport à ces patients qui sont dans vos lits? Alors, il y a eu une évolution du traitement qui vient d'une meilleure connaissance du virus. Il faut se rappeler qu'au début de cette épidémie, on ne connaissait pas grand-chose. Aujourd'hui, la science a fait des études. Il n'y a pas de molécules miracles. Ça, c'est très très clair. Il y a même des molécules qui sont maintenant décrites comme dangereuses et sans aucun intérêt. L'hydrochloroquine en fait partie. Donc là, vous affirmez que on a eu toutes les études, vous avez eu, vous, les spécialistes des études, montrant l'inefficacité de l'hydrochloroquine. Aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites, aucune ne retrouve, avec un degré de méthodologie suffisant, ne retrouve un effet bénéfique de l'hydrochloroquine. Même ce qu'on appelle les méta-analyses, quand on étudie plein d'études en même temps, retrouvent une surmortalité pour les patients qui ont été traités avec ça. Donc il y a une vraie question, et d'ailleurs l'ANSM interdit son utilisation, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Après, il n'y a pas donc de médicaments miracles. On a beaucoup progressé sur comment faire ventiler ce qu'on appelle ces patients-là, éviter qu'ils aient un tube dans la bouche pour avoir une respiration artificielle. On a des phases plus longues où on peut essayer de l'éviter. Ça, on a appris avec ce virus à faire ça. Au tout début, on disait qu'il fallait les intuber très très vite. Il y a eu une évolution. Les corticoïdes semblent avoir un effet pour les patients les plus graves, mais réellement, il n'y a aujourd'hui pas de solution miracle. On a aussi appris à traiter le risque qu'on appelle thromboembolique, c'est-à-dire des caillots du sang en mettant des anticoagulants qu'au début, on ne connaissait pas. Donc on a appris ce virus. Et d'ailleurs, il faut qu'on note que je n'ai pas connaissance d'une autre maladie où on a progressé aussi vite dans sa connaissance et dans ses traitements, en tout cas ses adaptations, en si peu de temps, parce qu'il n'est pas apparu il y a si longtemps que ça. Et je trouve que la progression, les différentes études qu'il y a eu, sont quand même très importantes en termes d'avancée. On parle de vaccins sur quelque chose qui a moins d'un an, en fait, un tout petit peu plus. Donc c'est quand même une progression qui est très rapide, qui nous paraît bien sûr trop lente, au vu du nombre de morts qu'on a et des répercussions qu'il y a. Donc aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux médicaments. Par contre, on a un nouveau traitement en réa, un traitement mécanique, je dis, qui a évolué, on repousse au maximum l'intubation, c'est cela? Oui, on a une nouvelle stratégie de prise en charge qui permet d'attendre l'intubation et de pallier pour éviter d'aller vers l'intubation un traitement, une prise en charge globale qui est peut-être plus codifiée, comme les anticoagulants, des choses comme ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement une maladie pulmonaire, mais aussi cardiovasculaire. C'est une maladie globale. Globale. Ce qu'on a beaucoup appris, c'est qu'en fait, les patients ont une inflammation généralisée. Les voies de recherche vont beaucoup vers ça. C'est pour ça que ça touche certes les poumons, mais d'autres organes, le cœur en particulier, les vaisseaux avec une atteinte avec ces fameux emboles qui vont arriver, donc cette coagulation du sang, plein d'autres choses, avec des formes très très diverses chez les patients. Donc aujourd'hui, on traite l'inflammation avec des corticoïdes et on traite les thrombus avec des anticoagulants. Grossièrement, c'est cela. D'accord. Par rapport à cette deuxième vague, au niveau du personnel soignant, au niveau d'ensemble, il y a 2 millions de soignants en France, quelle est votre crainte? Notre plus grande angoisse aujourd'hui, c'est de devoir faire ce fameux triage, c'est-à-dire de devoir sélectionner les patients qui
qui auraient accès à la réanimation ou même à l'hospitalisation, qu'ils soient d'ailleurs Covid ou non Covid, parce qu'on n'aurait pas assez de ressources hospitalières pour traiter des gens et qui, du coup, auraient une perte de chance. Décaler quelqu'un pour sa prise en charge sans qu'il y ait perte de chance, c'est embêtant, c'est rageant, mais ce n'est pas vital. Ce qui ne serait pas admissible, ce qu'on ne souhaite pas, en tout cas, c'est que des patients qui ont une indication formelle de réanimation ne puissent pas y avoir accès, ou même une hospitalisation, ou même une chirurgie. Vous avez un cancer, il faut qu'on puisse vous opérer. Vous devez être transplanté, on doit pouvoir faire votre transplantation. Ce n'est pas possible de tout arrêter aussi longtemps. Donc c'est ça, nous, notre problématique aujourd'hui, notre grande angoisse, elle est là. Traiter des malades, on sera là. Le corps médical, paramédical, il sera là pour prendre en charge ces patients-là. Mais ce qu'on ne veut pas, ce qu'on espère ne pas avoir à faire, c'est cette frustration qui serait extrêmement intense de dire je n'ai pas les moyens de faire. On a parlé de la réanimation, mais il y a aussi le SAMU. Yes. Est-ce que, là on parle que si vraiment ça continuait comme ça, on aurait peut-être une problématique sur la réanimation. Est-ce qu'on aura cette même problématique sur le SAMU? Les SAMU ont mis en place des systèmes d'adaptation. Et ces systèmes d'adaptation ont permis pendant la première vague de protéger l'hôpital. Énormément. Le SAMU a fait rempart à un envahissement immédiat de l'hôpital. Comment? En s'appuyant sur des conseils médicaux, en s'appuyant sur des réseaux avec les médecins libéraux, avec tout le monde. C'est ce fameux service d'accès aux soins qui s'est créé de lui-même en fait. Et donc ce numéro unique pour la santé me paraît primordial parce qu'il permet justement de protéger l'hôpital et de faire un réseau de soins hôpital-ville de manière très importante. On a mis en place les téléconsultations, on a mis plein de choses en place de manière très rapide et ça protège l'hôpital et donc ça évite derrière un engorgement, une désorganisation et compagnie. Et ça, c'est extrêmement important parce que très clairement, on a bien vu que le pic d'appel au SAMU n'a pas été corrélé avec un débordement des urgences ou de l'hôpital. C'est 2 semaines après, le temps d'évolution des malades, qui a fait que les réanimations ont commencé à monter, alors que le pic au SAMU était fini. C'est donc des notions qui sont différentes, et ce qui a permis d'éviter que des malades non graves se présentent aux urgences et qu'on puisse mettre en place des systèmes de maintien à domicile, entre autres dans les EHPAD par exemple. Il y a eu tout un système qui a été mis en place avec des astreintes par exemple de gériatres pour les EHPAD, le maintien avec de l'oxygène à domicile, avec des mesures qui ont été prises, et de la télémédecine par exemple, qui a permis de sauver ça. Et ça, c'est vraiment ce service d'accès aux soins, ce numéro unique qui permet de réguler, d'éviter l'engorgement et qu'on ne soit pas avec un envoi systématique, par exemple, de sapeurs-pompiers qui prennent systématiquement le patient pour l'emmener aux urgences, ce qui aboutit à un engorgement. Pour terminer sur une note, je l'espère, positive, est-ce qu'une personne qui rentre aujourd'hui en réanimation et la même personne qui rentre en réanimation il y a 5 mois a le même taux de survie? On n'a pas de chiffre exact pour le dire aujourd'hui. Je n'ai pas ces données-là pour vous répondre, en tout cas pour la France. On l'espère très fortement. Je vous ai dit qu'on a appris à connaître la maladie. Je pense qu'on s'est amélioré dans les traitements. Il n'y a pas de chose miracle. Donc, si ça a baissé, ça a peut-être baissé, mais il ne faut pas s'attendre à une division par 2, par 3 de ce chiffre-là. Soyons très clairs. Ça reste une maladie extrêmement grave qui tue des gens. Et donc, aujourd'hui, il y a des études pour voir ça, à peu près la mortalité de cette deuxième vague, puisqu'on parle de deuxième vague. Et c'est là qu'il faudra qu'on regarde. Mais il faut garder quand même à l'esprit que ce virus tue. Et que si on fait des gestes barrières, c'est pour éviter que des gens meurent. Et ça, je crois que ça doit être fondamental pour notre communication, à nous tous, pour bien qu'on le comprenne, qu'on accepte de se priver d'aller voir ses grands-parents ou des personnes à risque qu'on connaît proches de nous. C'est très très dur, parce que ça fait des mois que ça dure. On a tous des familles, on a tous des enfants qui veulent voir leurs grands-parents et compagnie. Il faut bien comprendre que si on veut les protéger, il faut qu'on soit tous responsables de nous-mêmes et qu'on protège tout le monde. Alors, comme la réponse n'est pas optimiste que je voulais, je vais vous en poser une autre. On dit beaucoup que ce virus aurait muté, aurait pas muté, mais est-ce que la symptomatologie est la même aujourd'hui qu'il y a 6 mois chez les patients sur les formes sévères? Exactement la même. D'accord. C'est les mêmes patients. Donc on n'a aucun signe de mutation sur les signes cliniques. Je crois qu'il faut arrêter de dire ça, c'est des faux messages. C'est des messages qui sont confus pour les gens. C'est des choses qui vont faire que les gens vont moins se protéger ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. On sait qu'il y a des tableaux maintenant différents en fonction des personnes, qu'il y a des facteurs de risque, mais les patients qui sont en réanimation et qui vont mourir du Covid sont toujours les mêmes. Il ne faut pas noyer notre message. Je pense que d'ailleurs cette crise
a fait découvrir le populisme médical et a fait découvrir autre chose, c'est que probablement avec la communication, la médiatisation, je suis là, donc en plus je joue dans ce jeu-là, dirons-nous. Et j'y joue aussi. A été très dangereuse. En médecine, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut savoir dire je ne sais pas, et donc avoir du temps pour pouvoir répondre aux gens. Et là, les gens avaient des avis extrêmement contraires de médecins, de spécialistes ou prétendus spécialistes, ce qui a donné une confusion totale, et avec des gens du coup qui ne savent plus sur quelle paroisse aller et écouter. C'est pour ça qu'on est venu vous voir, docteur Lamot. C'est vrai on a assisté, hélas, à des affrontements de médecins sur des plateaux télé, et ce n'était pas le lieu où ils devaient s'affronter, mais ils auraient dû s'affronter par Internet sur des traitements, et ça a semé le doute, et ça diminue l'adhésion, évidemment, de la population à toutes les mesures qu'on pourrait mettre en place. En tout cas, merci infiniment pour le temps que vous nous avez donné pour combattre ce virus et toute cette information délivrée à la métropole du Grand Paris. Merci beaucoup. Merci à vous.